Le parc du Stadtweiher va à nouveau briller de 1000 feux. Le sentier des lanternes est en cours d'installation à Bitche. Ouvert au public à partir de demain, il sera visible jusqu'au 29 décembre. Tout premier marché de Noël à Noosviller-les-Bitches, une commerçante a réuni plus d'une quinzaine d'exposants. Vu le succès, un marché de Pâques est déjà envisagé. Saint-Nicolas de retour à Schweyen. Sa venue marque la renaissance de l'association pour la valorisation et le développement de Schweyen. Mais les enfants de la commune ne sont peut-être pas si sages, car le saint patron des écoliers a défilé accompagné de 2 pères fouettards. À Saint-Avold, le grignotage des tours de la centrale se poursuit. Le site Émile Huchet va se tourner vers l'hydrogène. Plus de 400 millions d'euros vont être investis. 600 emplois devraient être créés. Le Japon s'invite à la maison de Robert Schuman à Sichazel. Une exposition atypique retrace l'histoire des œuvres de la collection Matsukata que le Japon a pu récupérer grâce à l'implication du fondateur de l'Europe. C'en est fini du rêve olympique pour Aurélie Muller. La nageuse sarregueminoise a échoué ce week-end au Portugal où elle espérait se qualifier pour les championnats du monde de Doha, eux-mêmes qualificatifs pour les JO de Paris 2024. Elle devra se contenter de sa 34e place, 5e française, dans cette finale de Coupe du Monde du 10 km en eau libre. Défaite avec les honneurs pour les basketteurs du Pays de Bitche. Ils se sont inclinés de quelques points seulement face à Atmat, qui partageait avec eux la première place du classement du championnat de D2. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, vous ferez la connaissance de Michael Lett. Il pratique 3 branches de la médecine chinoise, le massage chinois, l'acupuncture et la pharmacopée. On commence cette émission à Bitche où le parc du Stadtweiher s'apprête à briller de 1000 feux. Pour la 3e année consécutive, ce lieu arboré, et hier sous la neige, accueille le Sentier des Lanternes, un lieu magique dans lequel on retrouve des personnages emblématiques de Noël. Guillaume Dumontail a assisté hier à l'installation de ce magnifique décor. Le Sentier des Lanternes à Bitche, édition 2023, c'est pour très bientôt. Hier déjà, l'activité allait bon train pour créer ce décor féerique. Une vingtaine d'agents municipaux étaient sur le pont. Mais en réalité, ils s'activaient déjà depuis plusieurs jours pour installer ce parcours. On a déjà commencé la préparation la semaine dernière. Donc les agents sont déjà allés en forêt, couper les arbres, préparer les décors et tout ça. Et donc aujourd'hui, la mise en place commence aujourd'hui et demain pour terminer demain et encore un peu mercredi matin. Pour une ouverture prévue mercredi soir à 17 h, le parc du Stadtweiher revêtira alors ses flamboyantes couleurs de Noël. C'est avec grand plaisir que nous renouvelons cette opération dans ce jardin central de la ville de Bitche, endroit très propice à l'installation de ce sentier des lanternes dans ce milieu très arboré, traversé par la rivière, qui est illuminé le soir avec les arbres, etc. Endroit propice à la création de la magie de Noël. Les employés municipaux ont souhaité apporter des changements par rapport aux précédentes éditions. Chaque année, en fait, ils font un peu preuve de créativité pour changer un peu d'année en année, pour que ce ne soit pas toujours répétitif. Autant au niveau des lanternes, c'est les placer à différents endroits, un peu modifier les endroits. Également au niveau des décos, un peu les modifier, justement pour que ce ne soit pas répétitif d'année en année. Le Sentier des Lanternes sera accessible au public et illuminé du 6 au 29 décembre, les soirs à partir de 17 h, sauf les lundis et les mardis, et le 24 décembre. Des moments forts sont prévus au parc du Stadtweiher durant cette période, avec notamment la tenue d'un véritable marché de Noël les 16 et 17 décembre. Tous les jours d'ouverture, une animation est aussi prévue pour les bambins. Des spectacles, des activités, de façon à ce que chaque soir, les enfants y trouvent leur compte. Le programme complet est à consulter sur le site internet de la municipalité. Grande nouveauté à Noosviller-les-Bitches, d'une simple envie est né un marché de Noël. Nathalie Bitterolf est fleuriste dans la commune et pour faire vivre le village, elle a voulu organiser le tout premier marché de Noël de Noosviller. Avec un fort soutien, elle a réussi à rassembler plusieurs exposants à la salle polyvalente pendant tout un week-end. Reportage de Thibaut Desmerlet. Pour la première fois, la salle polyvalente de Noosviller-les-Bitches s'est transformée en village de Noël. Une quinzaine de producteurs, créateurs et artisans ont répondu présents pour cet événement. À l'intérieur se trouve le stand de Nathalie Bitterolf, la fleuriste de la commune. C'est elle qui est à l'initiative de ce petit marché. Cela s'est fait sur un coup de tête.
Jusqu'à il y a 15 jours, je n'étais pas tout à fait prête, mais je connais beaucoup de commerçants et donc je les ai invités à passer me voir et voir si ça les intéressait. Je me suis lancé un défi, je suis fière de moi parce que tout le monde a répondu oui. Je voulais créer une fête dans notre village pour faire vivre notre village parce que j'adore Noz-Villers-les-Bitches. Oui. Nathalie a pu compter sur le soutien de la commune et des habitants. Parmi les exposants se trouve Marie Brackmann, illustratrice et dessinatrice d'Egelsart. Depuis peu, elle a fait de sa passion pour le dessin une profession. C'est son tout premier marché. Donc c'est des tests pour voir comment que ça se passe. Après, moi je sais que dans le cadre des écoles et des kindergarten, des jardins d'enfants, justement les parents, les éducateurs sont très friands de tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est des histoires que j'ai créées pour les enfants que j'ai en fait au boulot. Et certains sont même venus de l'autre côté de Sarreguemines, comme Hélène Zimmer, qui n'a pas hésité à se déplacer. Habitante de Dibelin, elle est venue montrer ses créations. Elle fabrique ses propres doudous. Depuis hier qu'on a commencé, ça se passe très bien. Là, il y a vraiment une bonne ambiance, il y a pas mal de monde qui vient et ça, c'est agréable. Nathalie souhaite réitérer l'expérience l'année prochaine. L'idée d'un marché pour Pâques est aussi dans les cartons. La Saint-Nicolas, c'est demain, mais certains enfants l'ont déjà croisé ce week-end, et notamment à Schweyen, où le patron des écoliers faisait son grand retour. Et il n'était pas le seul, c'était aussi la reprise pour l'association pour la valorisation et le développement de Schweyen. Samedi soir, elle a organisé la fête de la Saint-Nicolas. Après un défilé parti de l'église, le saint patron des écoliers est arrivé à la salle des fêtes de la commune avec 2 pères fouettards. Une salle comble avec beaucoup d'enfants du regroupement scolaire de Wolminster l'attendait pour des chants et la remise de chocolat. Emilia Zell était de la fête. C'est le retour du Saint-Nicolas à Schweyen. Il n'était pas venu rencontrer les enfants depuis de nombreuses années. L'événement de samedi soir a ravi tous les enfants et les parents. L'association pour la valorisation et le développement de Schweyen, AVDS, a organisé la fête de la Saint-Nicolas à la salle des fêtes de la commune. Le but, retrouver cette tradition. C'est de faire profiter de la magie de la Saint-Nicolas aux enfants, sachant que dans le village, c'était une tradition qui était depuis longtemps réalisée et qui a été remise au goût du jour par le renouveau de l'association. C'était important de pouvoir faire partager ça à la nouvelle génération. Un programme chargé attendait le public. Défilé de la star de la soirée, accompagné de 2 pères fouettards et de la batterie fanfare de Schweyen, suivi des discours de la mère et du Saint-Nicolas. Le personnage a ensuite eu droit à une séance photo avec les enfants, à qui il a remis des chocolats à l'issue de plusieurs chants. L'organisation de cet événement a marqué la renaissance de la VDS qui n'avait plus de réelle activité. L'association a été en sommeil pendant quasiment 20 ans, après des années fortes d'animation dans le village. L'objectif c'était de faire participer les gens du village à des activités sociales, notamment autour de la musique, des soirées festives comme la Saint-Nicolas, etc. Une fois le Saint-Nicolas reparti, les enfants du regroupement scolaire de Wolminster ont pu assister à la lecture de contes revisités, comme Le Petit Chaperon Rouge. La lecture des contes était accompagnée d'une mise en scène. Dans la salle des fêtes étaient également exposés des dessins faits à l'école par les enfants. Un nouveau paysage se dessine en Moselle-Est. Après l'annonce de l'arrêt de la centrale à charbon de Saint-Avold, le démantèlement continue. 2 des tours de réfrigération sont en grignotage. La direction du site dévoile le nouveau plan d'entreprise autour de la reconversion énergétique centrée sur l'hydrogène. Plus de 400 millions d'euros vont être investis sur le site Émile Huchet. 600 emplois devraient être créés. Explication dans ce reportage de Julie Deruot. Depuis le mois d'octobre, ces engins grignotent les tours de la centrale à charbon de Saint-Avold. Jusqu'au coucher du soleil, le plan de démantèlement de l'usine continue. Les opérateurs sont basés au sol et toutes les opérations de grignotage se font par radio-guidage. Pour arriver donc du sommet jusqu'à 40 mètres, les 40 mètres restants seront démolis avec une pelle grand bras qui va arriver la semaine prochaine. Donc là il y a la tour numéro 3, donc c'est la première qui a été grignotée. Là il y a la deuxième à ce niveau-là qui a été grignotée. Là on voit le château d'eau qui va rester. Ici on le voit depuis la nationale quand vous arrivez, ce château d'eau là. Et ici c'est la grande tour qui va être foudroyée fin janvier, qui va être à cet endroit-là. À la place de ces immenses tours de réfrigération, plusieurs projets vont voir le jour, notamment une usine de production d'hydrogène.
Le projet de création de vapeur renouvelable, lui, il va accompagner aussi l'arrivée d'autres industriels, typiquement le projet Parks. Et donc là, on va se caler sur un projet à horizon 2027. Et de la même manière, le projet hydrogène, le projet Émilie, arrivera à horizon aussi 2027. Donc on se rend compte que dans les 3 à 4 prochaines années, le site il va complètement changer. Ça va être plutôt des petits bâtiments à la place, hein. Ça ne va pas être aussi grand que les tours aéro-réfrigérantes qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc on est en train de repasser sur une nouvelle ère de réindustrialisation verte de la plateforme. Le nouveau site de production à hydrogène se chiffre à plus de 400 millions d'euros. Il devrait accueillir plus de 600 emplois, de quoi soulager les habitants des communes alentours pour qui la disparition des tours dans le paysage est synonyme de suppression d'emplois. Ça va faire bizarre dans le paysage, parce que ça va manquer. Ça fait un trou, ça fait vide, je sais pas, ça va faire bizarre. Et c'est triste parce que c'est un patrimoine qui s'en va, quoi. C'était du boulot avant, donc voilà, c'est à l'arrêt. Oui. Oui, ça fait partie de nous, de notre région, de tout. Hein. J'ai travaillé pendant 9 ans. D'abord j'étais à Coquery, à Carlin et après à la centrale thermique. C'est quand même dommage, mais bon. Ça fait drôle. Oui, ça fait drôle, oui. Ça sera plus beau que le paysage, mais il faut voir ce qu'ils vont mettre à la place. On avait l'habitude de les voir dans le décor, mais bon, maintenant on les verra plus, quoi, c'est tout. Le démantèlement de la zone devrait être terminé début 2024 pour que l'ancienne centrale à charbon de 600 MW trouve un nouvel air énergétique avec l'hydrogène. Direction maintenant Sichazel où la maison de Robert Schuman accueille en ce moment une exposition temporaire sur la collection Matsukata. L'occasion de découvrir l'histoire de la construction du musée d'art occidental de Tokyo après la restitution de plus de 300 œuvres des plus grands artistes européens. Une restitution que le Japon doit à l'engagement d'un homme, Robert Schuman. Reportage de Jonathan Vaucher. C'est une histoire rocambolesque et méconnue de la vie de Robert Schuman qui est exposée dans sa maison à Sichazel. En 1951, celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères va signer le traité de paix avec le Japon. Il fait alors une promesse au Premier ministre japonais, lui restituer la collection exceptionnelle de Kojiro Matsukata. Toutes ces lettres, elles, sont un don donc, qui est fait à l'occasion de cette exposition et qui permet là aussi donc, de documenter ce qu'a été la collection Matsukata. Des tableaux de Gauguin, Van Gogh, Manet, des sculptures de Rodin, des œuvres rassemblées par cet armateur japonais décédé en 1949, dont le nom est pourtant méconnu en France. À travers cette histoire rocambolesque, Matsukata est peut-être considéré comme un des grands donateurs des musées français. Son nom apparaît très rarement sur les cartels, du fait aussi donc, de l'histoire diplomatique. Et, malheureusement, donc ça change petit à petit, mais son nom n'est pas encore assez mis en avant. Grâce à Schuman, 300 œuvres vont regagner le Japon. Elles seront à l'origine de la création d'un musée d'art occidental à Tokyo par Le Corbusier. Le père fondateur de l'Europe sera lui récompensé par l'empereur Hirohito de la plus grande distinction civile. À la maison de Robert Schuman, on parle aujourd'hui du génie de l'homme Robert Schuman, le politique qui a compris comment, après la guerre, après le traité de San Francisco, on arrivait à recréer des liens avec l'ennemi en matière culturelle, pour faire vivre le patrimoine immatériel et matériel français, cette vision de l'art à la française, avec la création d'un musée à Tokyo qui parle de l'art occidental, mais surtout de l'art français. Pour la première fois en France, Matsukata est exposé jusqu'au 17 décembre à la maison Robert Schuman. Page sportive à présent, le match du SFC en championnat a été reporté pour préserver le terrain pour le 8e tour de la Coupe de France ce samedi à 18h au stade de la Blise. On va donc faire un petit tour d'horizon des autres disciplines en compétition ce week-end. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Aurélie Muller ne réalisera pas son rêve olympique. La nageuse sarregueminoise était ce week-end à Funchal, au Portugal, pour participer à la finale de la Coupe du Monde du 10 km en eau libre. Une compétition qualificative pour les championnats du monde de Doha en février, eux-mêmes qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris 2024.
Pour cela, elle devait figurer parmi les 2 premières nageuses françaises. Après un bon départ, la licenciée du cercle nautique de Sarreguemines a terminé à la 34e place et 5e française après 2h55 secondes de course. Une nouvelle désillusion pour la double championne du monde en eau libre qui ne sera pas au rendez-vous parisien. Un choc qui a tenu toutes ses promesses. Ce dimanche à Beach, les basketteurs locaux accueillaient leurs homologues d'Atmat qui partageaient avec eux la première place au classement du championnat. Comme attendu, la rencontre a été serrée et malheureusement, comme l'an passé, les basketteurs beachois se sont inclinés de quelques points seulement. Résumé du match dans ce reportage de Thibaut Desmarlais et Guillaume Dumonteil. 11 points de retard à l'issue du 3e quart-temps, 4 à l'arrivée. Les efforts des basketteurs locaux en maillot rouge pour revenir au score ont porté leurs fruits, mais pas suffisamment. 4e quart-temps, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on aille à fond. Donc on a libéré les shoots, libéré les bras et on est revenu au score. Petit à petit, on a grappillé, on avait le momentum, l'agressivité. Donc je crois qu'aujourd'hui, il aurait fallu un 5e quart-temps pour qu'on gagne le match. Les efforts des basketteurs beachois se sont donc révélés insuffisants, mais ils leur permettent de terminer la partie sur une bonne note et de constater qu'ils ont su réagir et revenir. Après une entame de match équilibrée, 17 points partout à la fin du premier quart-temps, l'équipe de Atmat se détachait ensuite pour mener de 11 points à la mi-temps, 41-30. C'est le 2e quart-temps où effectivement on a un petit peu déjoué, on a manqué d'agressivité, on a forcé un petit peu en attaque parfois et l'agressivité défensive qui est théoriquement notre force n'était pas présente en 2e quart-temps, donc c'était compliqué et ils ont réussi à prendre le dessus à ce moment-là. Avant cette rencontre, les 2 équipes étaient en tête ex-aequo de la poule A de départemental 2. Cette proximité tout en haut du classement au championnat n'est pas le fruit du hasard, car les 2 formations ont le même niveau. Illustration dans le 3e quart-temps où elles marquaient chacune 15 points, permettant aux Alsaciens de conserver leur petit matelas de 11 unités d'avance. L'issue de la rencontre, on la connaît, avec une équipe de beach qui s'arrache et qui grappille peu à peu l'écart au tableau d'affichage sans parvenir à terminer le match devant. C'est donc une défaite que les joueurs de beach concèdent face à Atmat, la 2e en championnat et la première de la saison à domicile après 8 rencontres disputées. On voulait absolument gagner tous nos matchs à domicile cette saison. Voilà. On n'a pas perdu contre n'importe qui. Ils sont déjà venus nous battre ici l'année dernière de 5 points, là c'est que 4, donc au final on s'est un petit peu amélioré je crois. Un discours positif après une fin de match pleine de promesses. Les futurs adversaires du basket club du Pays de Beach sont prévenus. Ils doivent se préparer à affronter une équipe combative et déterminée, décidée à décrocher une nouvelle victoire pour repartir de l'avant. Défaite aussi pour l'Asso Basket Sarreguemines. Les Loups Alpha n'étaient pas au complet lors de leur dernière rencontre, ce qui a rendu le match compliqué pour eux. Voici le résumé de Marie-Morgane Pires avec les images de Frédéric Ouvert. Après un bon début de championnat, les Loups Alpha se sont inclinés. Ils recevaient à domicile l'équipe d'Agondange. Malgré des absences majeures, l'équipe de Sarreguemines était déterminée à aller chercher une 3e victoire d'affilée et confirmer sa bonne forme. Maladroits au tir et en manque de solution, les locaux sont distancés mais cherchent durant tout le match à recoller au score. À la mi-temps, l'écart est de seulement 8 points, mais il va se creuser à nouveau lors des derniers quarts-temps. Ils ont répondu présent sur le défi physique. C'est une équipe très soudée. Nous, on est à domicile avec 7 joueurs. C'était un peu léger dans la rotation et on a fatigué. En fin de match, on a un peu laissé plier, quoi. La semaine prochaine, on va se concentrer sur les seconds ballons qu'on a trop laissés, qui nous ont échappé. On n'était pas assez présents au rebond. Et donc on va travailler là-dessus pour être plus présent au rebond et mieux défendre sur les deuxièmes chances. Score final 63-74 en faveur d'Agondange. L'équipe senior de Sarreguemines pointe à la 8e place du classement. Prochain match du championnat pré-régional pour les Loups Alpha ce samedi à Rosselange. Et encore merci à Frédéric Ouvert, présidente de l'Asso Basket Sarreguemines, pour les images. Dans un instant, on s'intéresse à la médecine chinoise. Juste le temps de jeter d'abord un œil aux prévisions météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, vous avez peut-être pu apercevoir hier que nous avons décoré notre plateau. Déco, bougies, cadeaux et sapins sont de sortie et la magie de Noël commence à s'installer chez vous aussi. Vous avez été nombreux à nous partager vos couronnes de l'Avent qui étaient toutes les unes plus belles que les autres, de la plus classique à la plus originale, voire même la plus simple.
Mais pour moi, tout fonctionne tant que l'intention est là. Et Sarah nous a également envoyé une photo de son très beau sapin, mais mon coup de cœur revient à Antoinette qui a réalisé une déco 100% Harry Potter et je dois dire que la pouf souffle que je suis est totalement fan. Mais malheureusement la magie s'arrête ici. Côté météo, pour demain on retrouve un ciel très couvert et de possibles averses localisées. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain c'est la Saint-Nicolas et il fera jour de 8h14 à 16h38. Surtout n'hésitez pas à continuer de nous envoyer des photos de vos décorations de Noël et peut-être même que vous êtes déjà en cuisine pour préparer des biscuits et gâteaux de Noël et j'ai hâte de voir ça. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Vivez la magie de Noël jusqu'au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur de 3 villages enchantés dans les rues du centre-ville avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 9 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Cette semaine, entrez avec moi dans le cadre pour une nouvelle découverte artistique. Il vient du Pays de Bitche, c'est un rappeur, il s'appelle Ornicar. Lorrain en Alsace, la meilleure place. Silberfest, devant la Seine, Rocherez, chaque année un délice. Les pains d'épices, Sachir des tabasses. We love Alsace. On sort du Fourguet, Holne, de Gute Beke Hof. Et puis après café et Kugel off, comme in de Hof, Schlupkap, ouf de Kopf. Le soir, Krumbere et Bibeleskes, ça fait plaisir. Avec mes grands-parents, on va au grand ballon. Et qu'est-ce qu'elle est bien à Mulhouse, la cité du train, puis on va s'amuser à... Pour découvrir son univers, retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. C'est après avoir lui-même été patient qu'il a souhaité se lancer dans la médecine chinoise. Michael Lett est praticien depuis 2010. Il exerce à Wieswiller 3 branches de la médecine chinoise, le massage chinois, l'acupuncture et la pharmacopée. Avant de se lancer dans de nombreuses formations effectuées dans toute la France et à l'étranger, il effectuait des missions d'intérim dans l'industrie automobile, la soudure ou encore la maintenance. Pour effectuer ces formations, il est passé par 7 écoles différentes. Pour lui, ce métier requiert une formation continuelle. Il nous explique en quoi consiste cette médecine alternative au micro d'Emilia Zell et David Orès.
Donc j'ai commencé la médecine traditionnelle chinoise après une expérience personnelle. J'avais des troubles musculaires au niveau de la hanche. J'avais essayé plusieurs méthodes de soins et seule la médecine traditionnelle chinoise avait réussi à me soulager pendant ce moment-là. Et ça m'a fait comprendre qu'il existait d'autres méthodes de soins et du coup j'avais envie de me lancer là-dedans et j'ai commencé les études tout simplement. J'ai un rapport au corps qui est assez particulier, comme je pratique les arts martiaux, je fais du kung-fu et le fait de pratiquer, de ressentir les bienfaits de la médecine chinoise sur moi, je me suis dit je vais pouvoir le diffuser aux autres et pouvoir faire exactement la même chose et faire du bien autour de moi. Ça consiste à rééquilibrer les flux énergétiques. Alors flux énergétique, c'est simple, c'est de l'énergie, du sang, des liquides organiques. On a souvent des plénitudes ou des vides. Quand on travaille de trop, on se fatigue, on est vide. Donc il faut renforcer, il faut ramener de l'énergie et du sang. Quand on ne bouge pas suffisamment, on crée ce qu'on appelle des stagnations et des accumulations. Et puis il faut éliminer ces choses-là. Le fait de rééquilibrer le vide, le plein, on rééquilibre le corps dans sa globalité, sa généralité, on remet le yin et le yang en harmonie. Pour arriver à traiter le corps en médecine traditionnelle chinoise, on a principalement 3 piliers, le massage traditionnel chinois, l'acupuncture et la pharmacopée chinoise. Le massage et l'acupuncture sont très complémentaires. Le massage va travailler de façon assez superficielle, on va travailler sur la peau, sur les muscles. L'acupuncture va être encore un petit peu plus profond, on va travailler sur les muscles et encore un petit peu plus profondément dans les méridiens, voire travailler jusque dans les viscères. Alors on ne pique pas les viscères, mais par le biais des méridiens, on va aller atteindre les viscères. Et la pharmacopée va aller agir de façon interne. Alors il y a une petite adage qui dit que le massage et l'acupuncture sont comme un mur qu'on permet de monter et d'ériger, donc on met en place un traitement qui soigne les gens. La pharmacopée, c'est le ciment du mur et qui permet de consolider les choses. Donc c'est très complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Personnellement, je privilégie ce type de médecine tout à fait. Après, c'est même plus une façon de vivre que de privilégier quoi que ce soit. Je ne mets pas du tout de côté la médecine moderne, au contraire, elle est très complémentaire et il y a des moments où il faut absolument passer par la médecine moderne et ça va bien plus vite et c'est bien plus efficace. Les deux sont complémentaires, il faut juste savoir utiliser l'un ou l'autre à quel moment. La philosophie de la médecine chinoise, c'est la voie du milieu, la voie du Tao, c'est le ni trop ni trop peu. On cherche toujours l'équilibre dans notre corps à travers l'alimentation, à travers l'environnement, à travers la qualité de vie, à travers les pensées. On essaie de cocher toutes les cases du bonheur et ne rien se priver, mais ne pas abuser d'équilibre.